Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christophe Hainaut et je fais partie de l'équipe Backup and Archive. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une mésaventures qui nous est arrivée dans l'équipe Backup. Le jour où on a voulu faire une évolution sur une fonction qui existait déjà, qui s'appelle le Bare Metal Recovery. Donc je vais vous présenter à la fois des points techniques, mais aussi la méthode qu'on a utilisée pour essayer de surmonter tous ces obstacles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la sauvegarde en bare metal, AD Backup est capable de sauvegarder à la fois des fichiers, mais il est aussi capable de sauvegarder un volume complet. C'est-à-dire que vous allez pouvoir sauvegarder votre disque C complètement, et si jamais votre disque dur lâche, ou si vous avez un ransomware, vous allez faire une restauration et vous allez vous retrouver dans le même état que ce qu'il y avait avant. Donc vous allez retrouver votre Windows, vos logiciels installés et toute votre configuration. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'en fait, on se base sur une API de Windows qui s'appelle Shadow Copy. Cette API nous permet de faire une image de votre disque dur. Et donc, nous, ce qu'on va sauvegarder, c'est l'image qu'on a faite, et l'utilisateur va pouvoir continuer à travailler normalement sans que ça perturbe le fonctionnement de son ordinateur. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on sauvegarde à la fois des fichiers intéressants, mais on va aussi sauvegarder des fichiers qui ont peu d'intérêt. Notamment, vous avez le patch file qui sert pour faire le swap mémoire entre la mémoire et le disque. Et vous avez le fichier d'hibernation qui sert dans un cas bien particulier, mais qui n'a aucun intérêt au niveau d'une sauvegarde. Donc, on a commencé par essayer de voir comment on pouvait enlever ces deux fichiers de la sauvegarde. Et donc, on a commencé par faire un spike. Donc, la manière dont AD Backup fonctionne, en fait, il commence par découper tout ce qu'il doit sauvegarder par bloc de 32 kg. Et après, il va envoyer tous ces blocs au serveur. Donc l'idée que nous avons eue à l'issue de ce spike, c'est de se dire, bon déjà, il faut commencer par identifier la position sur le disque des fichiers qui ne nous intéressent pas. Ça, c'est assez facile, on a une librairie pour le faire. Une fois qu'on a identifié ces zones, on va se dire, OK, le bloc que je suis en train de sauvegarder, est-ce qu'il est compris dans un des fichiers qui ne m'intéressent pas? Si c'est le cas, on le sauvegarde normalement. S'il est à cheval sur les deux, donc il est à cheval sur le début ou à cheval sur la fin, on va le sauvegarder aussi normalement, parce qu'en fait, il y a au moins une partie des informations qui sont utiles pour la sauvegarde. Par contre, au moment où on arrive sur un bloc qui est entièrement compris dans le patch file, on va se dire, ce bloc-là, ça ne m'intéresse pas, je vais le remplacer par des zéros. Pareil pour le suivant, et comme on a de la déduplication, en fait, le bloc vide va être envoyé une seule fois. On arrive sur le bloc qui est à cheval sur la fin, là pareil, on a des informations utiles, on le sauvegarde normalement. Si on regarde après au niveau de l'implémentation, du temps que ça prend à implémenter, je ne dirais pas que c'est 3 lignes de code, mais presque en fait. Il nous faut une fonction qui nous permette de déterminer si un bloc fait partie d'un fichier qui ne nous intéresse pas. Ça c'est assez facile à faire. Si c'est le cas, à ce moment-là, on va remplacer le buffer qu'on aurait dû sauvegarder par un buffer de substitution qui est vide. Sinon, on va lire notre bloc normalement, et on va le sauvegarder comme on faisait avant. Donc là, en tant que développeur, j'ai fini mon boulot. J'ai fait ce qu'on m'a demandé, j'ai supprimé du disque les fichiers qui ne m'intéressent pas. Par contre, en tant qu'ingénieur, je dois quand même me poser d'autres questions. Parce que déjà, est-ce que j'aurais pas fait une erreur dans mon code? Bon, c'est 3 lignes de code, mais bon, c'est quand même quelque chose d'ultra sensible puisque ça correspond aux données qu'on va sauvegarder. Et puis surtout, comment la QA va valider ce que j'ai fait? Puisque c'est quelque chose qui est complètement transparent, elle ne va pas aller lire les octets un par un pour voir si c'est bien ou pas. Et si jamais je me trompe et que je remplace un bloc qui ne correspond pas à ce que je veux supprimer, du coup je vais corrompre les données de l'utilisateur. Donc on a fait une réunion, on a fait un brainstorming avec toute l'équipe, serveur et client, et on est arrivé sur la méthode suivante. On s'est dit, OK, plutôt que de prendre un buffer vide complètement anonyme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un buffer customisé qu'on va pouvoir reconnaître immédiatement. Donc on va commencer par mettre en haut un identifiant unique. Si on tombe dessus, on saura que c'est un buffer à nous. En dessous, on va indiquer le nombre de blocs qu'on a remplacés pendant la sauvegarde. Et à la fin, on va terminer par une signature, un SHA-1, qui va nous permettre de vérifier que si notre bloc il est complet ou pas.
Une fois qu'on a fait cette opération, on est capable de créer un petit utilitaire. Alors cet utilitaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va restaurer le fichier pagefile, le fichier Hibernate. Il va compter le nombre de blocs donc, qui sont faciles à reconnaître maintenant. Et à la fin, il va nous dire « Ok, j'ai bien trouvé le nombre de blocs que je suis censé avoir remplacé. » Ou non, j'ai pas trouvé le nombre de blocs, et à ce moment-là, tu as dû écrire quelque chose qu'il ne fallait pas. À ce moment-là, intervient quelqu'un qui a souhaité rester anonyme pour cette présentation, qui s'appelle Monsieur Z, on va l'appeler Monsieur Z. Donc, Monsieur Z fait partie de l'équipe qualité d'AD Backup. Et donc, lui, maintenant, il est autonome, parce qu'il a son petit outil. On lui a fait une petite doc, donc il va être capable d'utiliser l'outil et de dire « Ok, c'est valide ou c'est pas valide ». Donc, Monsieur Z part avec notre petit outil, il revient au bout de quelques heures. Il nous dit « Mais ça ne marche pas votre truc, là j'ai une erreur ». Donc, première réaction, on commence par insulter Monsieur Z, on lui dit « Non, tu as fait des erreurs, il y a quelque chose qui ne va pas dans tes tests ». Mais il faut bien se rendre à l'évidence, en fait, Monsieur Z, il a bien fait ses tests. Donc on se dit « Bon, je vais continuer à investiguer ». Et on tombe sur quelque chose d'assez étrange. On se dit « Tiens, j'ai effectivement remplacé le bon nombre de buffers, mais par contre, il y en a un en plus qui est un peu bizarre. » Donc il commence bien par notre fameux identifiant, ça c'est bien. Il a bien notre compteur de blocs, donc a priori c'est un truc qu'on a fait nous. Les 16 premiers kilo-octets, ils sont parfaits, ils sont nickel. Par contre, à partir de... Enfin les 16 derniers, en fait, les 16 derniers kilo-octets, il y a quelque chose qui n'est pas ce qu'on a écrit. Donc ça ne fait pas partie de notre buffer de substitution. Donc là, on commence à se creuser la tête. On regarde notre code, on le regarde, on le relit encore, on se met à plusieurs dessus, on rajoute des logs, on recompte les buffers, tout ça, tout est parfait. On ne comprend pas. Au bout d'un moment, on se dit, bon, y a quand même un truc louche qui se passe ici. On n'arrive pas trop à identifier quoi, mais il y a un truc bizarre qui se passe sur une ligne plutôt banale, un read dans un fichier. On se dit, OK. Donc en aéronautique, quand tu as un pilote d'avion, sur son cockpit, s'il a des informations complètement incohérentes, l'altimètre qui ne correspond pas avec autre chose, il va se dire, il va avoir un réflexe qui va se dire back to basic. Il faut revenir aux fondamentaux. Donc là, j'étais en train de débugger à l'intérieur d'AD Backup en utilisant des librairies tierces qui servent pour accéder aux fichiers, à Shadowcopy. Tout ça sur le framework.NET, je ne sais pas quelle est la couche qui pose problème. Donc je vais mettre complètement à part, je vais refaire un programme en C++ de base, et je vais voir ce qui se passe. Je commence par initialiser un de mes buffers avec une valeur connue. Bon, jusque-là, tout va bien. Ensuite, je vais ouvrir mon image Shadowcopy. Je vais me positionner à un endroit particulier que je sais faire partie du pagefile. Et puis je vais faire une opération basique, je vais dire, lis-moi 32 kilo-octets. Donc je vérifie tous mes codes d'erreur, tous mes codes de retour, je n'ai pas d'erreur. Windows me dit, OK, dans cette variable-là, la DWRead, je t'ai lu 32 kg. Donc normalement, je me dis, c'est bien, mon buffer va être rempli. Ah, mince, mon buffer n'a pas changé d'un iota. C'est exactement le même. Là, la première réaction que tout le monde a en général, c'est mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Windows me ment? Il me dit qu'il me remplit mon buffer, et mon buffer n'est pas rempli du tout. On continue à investiguer, on se fait un peu des nœuds au cerveau, toujours avec tout le monde de l'équipe. On ne comprend pas. C'est vraiment bizarre. On fait plusieurs hypothèses qui se révèlent fausses. La fonction readFile ne fonctionne pas, le seek ne marche pas, enfin des trucs. Non, a priori, tout est bon. On va finir par avoir l'idée suivante. Plutôt que de lire juste un petit endroit, je vais lire l'intégralité de mon volume, secteur par secteur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une cartographie pour dire ce secteur-là, j'arrive à le lire, ok, très bien. Et celui-ci, j'y arrive pas. Et ça va nous donner cette magnifique photographie. Donc là, j'ai la carte de mon disque. Donc toutes les zones en noir sont des zones que je lis normalement, et en blanc, c'est des zones que j'arrive pas à lire. À cette photographie, je vais superposer la position de mon pagefile et de mon fichier hibernate.sys. Et là, miracle, ça se chevauche. Enfin, justement, ça se chevauche pas. C'est complètement dans les zones blanches, on trouve notre pagefile et notre fichier d'hibernation. Enfin,
pas complètement, parce que si on zoome sur la partie de début ou de fin du page file, on va s'apercevoir qu'on a quelques octets, donc quelques secteurs, qui sont à cheval sur la partie lisible et la partie non lisible. Donc on retourne à nouveau sur le code d'AD Backup, et on remarque en fait que notre buffer, on l'alloue en dehors de la boucle de lecture. On l'alloue une seule fois, et après on a un buffer de travail qu'on réutilise pour lire chaque bloc. Ok, très bien. Maintenant, je reviens à mon algorithme que je vous ai montré tout à l'heure. Quand j'arrive sur la fin du page file, je suis comme ça. La zone non visible, non lisible que j'ai identifiée, elle se trouve ici. Et là, je m'apprête à lire 32 kilos. OK ? Pour les 16 premiers, eh bien, ce que Windows va faire, c'est qu'il va me dire qu'il va les avoir lus, mais il ne va pas changer mon buffer. Sauf que là, je viens d'écrire ce bloc-là qui correspond avec mon buffer de substitution. Je me retrouve donc dans cet état-là. J'ai un demi-buffer de substitution. Je lis le reste de mon buffer de 32 kg. Voilà, j'ai trouvé mon fameux buffer à demi rempli. Donc là, vous allez me dire, c'est un échec complet ton truc, ton explication. Là. Alors, dans le jargon du backup, on appelle ça plutôt un succès avec warning. C'est-à-dire qu'effectivement, on a perdu vachement de temps pour comprendre ça. On a perdu beaucoup de temps pour trouver l'explication. Mais au final, on a un résultat qui est mieux que ce qu'on aurait pu attendre, puisque toutes les zones blanches que je ne vous ai pas montrées, ça correspond aux zones du disque qui ne sont pas utilisées. Et donc, sans rien faire, donc, juste en utilisant Shadowcopy, on ne sauvegarde en mode bare metal que les parties importantes, les parties utilisées du disque. Les autres ne sont pas sauvegardées. Donc, la morale de cette histoire, c'est que on utilise de plus en plus des API ou des choses développées par des éditeurs tierces qui sont de plus en plus compliquées. Et régulièrement, on tombe sur des choses comme ça, on n'arrive pas à comprendre. Il y a deux solutions. C'est soit on les laisse de côté, on les met sous le tapis, mais en général, ça finit par remonter un jour ou l'autre. Soit on essaie d'aller jusqu'au bout si on a le temps de le faire, parce que des fois, on n'a pas le temps. Et au final, c'est toujours mieux parce qu'on arrive à comprendre ce qui s'est passé et pouvoir aller plus loin, en fait. Donc voilà, si vous avez des questions. Des questions? Bon, bah, apparemment, tu as dû être clair. Juste pour rappeler aussi que pour ceux qui nous ont rejoints et qui veulent en savoir un peu plus sur la Shadowcopy et puis sur le Bare Metal Recovery, bah, il y a déjà 2 présentations précédentes qui ont été faites par Christophe et que vous pourrez retrouver sur le blog technique.